Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans un nouveau live métier. Vous allez le voir en plus avec un métier qui me tient à cœur et voilà, avec My Future, vous le savez, notre but c'est de vraiment vous faire découvrir le monde professionnel. Quoi de mieux pour faire ça que de rencontrer des personnes et de découvrir des secteurs différents chaque semaine, voire chaque jour. C'est en tout cas la promesse qu'on vous fait sur My Future. Donc n'hésitez pas à regarder notre site internet pour voir les prochains lives qui risquent d'arriver et vous y inscrire. Voilà, ce live est aussi organisé avec la participation de Interbev, je vais y arriver, et on aura aussi une modération avec Yasmina et Leïla, donc n'hésitez pas à faire appel à elles si vous avez un problème, je ne sais pas, parce que vous n'arrivez pas à vous connecter, que vous avez un problème de son ou quoi, peu importe, même si vous avez une question à faire passer, n'hésitez pas, la modération sert à ça. Et justement, comme on est en live, on va être vraiment dans le partage, donc je compte aussi sur vous pour mettre un maximum de commentaires. Vous allez avoir sur le côté justement de quoi remplir pas mal de commentaires, de pouvoir poster tout ce que vous voulez. N'hésitez vraiment pas, il faut que ce soit participatif pour que tout le monde soit content et que tout le monde puisse poser ses questions. Voilà, j'en profite aussi pour dire bonjour aux établissements qui nous ont rejoints. Si bien évidemment j'oublie votre établissement ou si j'écorche le nom de votre établissement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et c'est parti. Donc on a le collège Sadi Carnot, le collège Arthur Rimbaud, la boussole des métiers. On a aussi un particulier en reconversion professionnelle. Il s'agit de Nadine. Et j'ai vu dans le chat qu'il y avait déjà Elio. Merci à vous pour nous avoir choisi pour passer du coup votre matinée avec nous. En tout cas, on est très très heureux de vous recevoir et n'hésitez pas encore une fois à mettre des commentaires. Je vous propose tout de suite de regarder le sommaire pour voir ce que nous allons faire aujourd'hui. On va commencer par voir en quoi consiste le métier de notre professionnel. Ensuite, on verra un cas concret, son parcours forcément, savoir comment il en est arrivé là, ce qu'il préfère dans son métier et ce qu'il aime un peu moins. Et on terminera avec les clichés et les anecdotes. Voilà, sans plus attendre, je vous propose de rencontrer la star d'aujourd'hui. Il s'agit de François. Bonjour François, comment est-ce que tu vas ? Bonjour Sixtine, écoute, ça va très bien. Trop Et en tout cool. cas, ravi d'être avec vous pour faire partager un petit peu mon métier, mon quotidien, qui a, voilà, comme tous les métiers, j'imagine, a ses avantages, ses inconvénients, mais en tout cas qui me convient parfaitement. Génial. Bon, on va réussir à en savoir un peu plus sur ton métier. Est-ce que tu peux nous donner l'intitulé ? Donc moi, je suis agriculteur et dans l'agriculture, plus spécialement éleveur en tout cas. J'élève des animaux destinés à la production de viande bovine. Mhm. Voilà, je suis installé dans le département de la Loire, donc pour situer un petit peu sur une carte de France entre Clermont-Ferrand et Saint-Étienne, vraiment pile au milieu de cet axe Clermont-Lyon. Voilà, D'accord. j'ai 52 ans, j'ai 3 enfants et un qui probablement est amené à prendre la succession comme moi j'ai pu le faire précédemment avec mon papa, puisque je travaille sur l'exploitation familiale qui Hmm. a été transmise je suis la troisième génération en tout cas sur cette exploitation, alors, qui a évolué depuis l'acquisition première par mes grands-parents. En tout cas, voilà, on est bien sur une exploitation familiale et qui je l'espère, se poursuivra encore une génération, puis après, on adviendra ce qu'il Hmm. adviendra. En tout cas, on est dans ce modèle-là pour l'instant. Ça, c'est trop bien. Est-ce que tu penses que c'est possible, par exemple, pour les jeunes qui nous regardent, qui auraient envie de tenter l'aventure, justement, de devenir éleveur, est-ce que c'est possible quand on vient pas du milieu ? Alors oui, bien évidemment, tout est possible. Et cette question, on se la pose dans notre filière depuis un certain nombre d'années, puisque les agriculteurs les agriculteurs, pardon, les exploitations agricoles sont détenues par une population qui est plutôt vieillissante, avec un besoin de renouvellement de génération qui est très important. Et on s'aperçoit que quel que soit le secteur de l'agriculture, que ce soit l'élevage, l'horticulture, le maraîchage, la viticulture, on a de plus en plus de gens qui sont, dans notre jargon, on appelle ça hors cadre familial. Donc Hmm. ça signifie que ce sont des gens qui n'ont pas comme moi une transmission familiale de l'outil, qui arrivent pour reprendre des exploitations à part entière ou une partie des exploitations. Hmm, d'accord. Voilà, donc pour moi, c'est largement faisable.
Maintenant, voilà, on peut pas se lancer dans le métier malgré tout sans un minimum de connaissances, de compétences. Alors les compétences, elles peuvent s'acquérir, pardon, un petit peu au fur et à mesure, mais en tout cas, c'est Mmh. la base de notre métier, en tout cas dans l'élevage, ça demande quand même un minimum de connaissances Bien auxquelles, sûr. eh ben, il faut s'astreindre à les acquérir sur des parcours de formation. Alors soit formation initiale, soit formation d'apprentissage, mais en tout cas, ça passe par là. En tout cas, c'est pas impossible. Trop bien. Bon, bah, ça, on va y revenir aussi tout à l'heure par le biais de ton parcours pour mieux comprendre comment tu en es arrivé là. Mais avant, tu nous as partagé des photos. On va pouvoir y réagir tranquillement. Donc, on voit notamment tes champs, on voit tes vaches, on voit aussi bah, ton tracteur, entre autres. Est-ce que tu peux un petit peu nous présenter tout ça et ce que tu fais au quotidien? Ouais. Alors notre métier, nous, il est, enfin, comme la plupart des métiers enfin, de l'agriculture, pardon, il va un petit peu au gré des saisons et des péripéties climatiques ou pas. Mais en tout cas, c'est quand même la saison et le défilé des saisons qui donne le tempo dans notre métier. Donc on retrouve un petit peu ça sur les différentes photos que vous pouvez avoir sous les yeux. La première photo, c'est en haut à gauche, c'est une photo de récolte de fourrage qu'on fait classiquement fin avril, début mai. Mhm. Donc, ce sont des fourrages que l'on récolte et qui vont permettre à nourrir les animaux lorsque ceux-ci sont pas en pâture et qui sont dans des bâtiments, puisque chez moi, les animaux sont dans des bâtiments lors de la période hivernale qui va grosso modo du 15 novembre au 1er avril. Donc, pendant cette période-là, on est obligé d'avoir des fourrages que l'on a stockés pour pouvoir les redistribuer aux animaux quand ils sont hors période de Bien sûr. pâturage, pardon, Mais et alors, hors période de pousse de l'herbe. petite question vis-à-vis de ça, pourquoi est-ce qu'on rentre les vaches dans ces cas-là? Alors c'est une bonne question souvent qui nous est posée. En fait, bah, l'hiver, là, il y a plus de pousse de l'herbe, hein, dès l'instant où les températures sont froides et les premières gelées arrivent. Donc, bah, il faut les alimenter par d'autres choses que l'herbe qui ne pousse plus. Et puis, c'est donc de ce fait-là, c'est plus pratique de les alimenter quand elles sont toutes regroupées sous un même bâtiment. Et puis, ça permet surtout aux prairies d'avoir un temps de repos où elles sont pas martyrisées entre guillemets par les animaux qui les pâturaient de manière un peu intensive, enfin, un peu trop Mmh. agressive et qui abîmeraient ces prairies. Et donc, c'est aussi un temps important pour la prairie. Donc, c'est pour nous faciliter le travail, faciliter la surveillance et le soin des animaux. Et c'est aussi pour permettre aux prairies de se, entre guillemets, reposer et d'avoir une reprise de végétation la meilleure Bien possible sûr. au printemps dès que les bougeons arrivent. Ouais, tout est bien, calé pour que tout soit vraiment au mieux et que tout respecte, les uns et les autres, quoi. C'est vraiment le C'est plus ça, important. c'est ça. Alors Alors combien après, de enfin, juste préciser, Sixtine, que ce modèle-là, enfin, les animaux sont fermés chez moi. Enfin, il peut être un petit peu différent selon les endroits où on se trouve en France. mmh, Par exemple, on va être dans le sud de la France où on aura des conditions hivernales qui sont beaucoup plus douces qu'elles ne le sont chez moi. Certains éleveurs font le choix d'avoir ce qu'on appelle du plein air intégral. Et là, bien les sûr. animaux restent dehors toute l'année et sont alimentés dans des parcs extérieurs. Donc ça, mais Mmh. concrètement faire ça sur mon exploitation, ça serait difficilement envisageable. Bien sûr, faut prendre aussi, tout ce qui va être météorologique, en compte, C'est ça. on l'imagine bien et combien de bêtes, du coup, tu as? Alors, dans ma ferme, je, j'élève 80 vaches charolaises à peu près. OK. Donc, si on compte le nombre de vaches qui sont toutes censées faire un veau une fois par an, plus les animaux qui vont remplacer ces vaches lorsqu'elles sortiront du troupeau, au maximum dans mon exploitation, quand tous les animaux sont là, donc les vaches, les veaux, les génisses de remplacement, il y a 220 animaux quoi, au maximum. D'accord et comment tu fais pour justement les remplacer comme tu expliques? Parce que comment tu choisis qui tu vas garder, qui tu vas enlever? Combien de temps, tu vas les garder? Comment ça fonctionne? Voilà, c'est une bonne question. Combien de temps je vais les garder? Ça dépend. Mon métier d'éleveur fait que, enfin, voilà, pour répondre à ta question, faut que je précise que je, la- l'aspect économique de mon métier, puisque c'est quand même le nerf de la guerre quand on fait cette activité-là, elle est liée aux animaux que je vais vendre sur une année. Donc, les animaux qui sortent de mon troupeau, ben, ça va être des femelles qui ont pas ou plus capacité à reproduire et à faire naître un veau tous les ans, pour D'accord. plein de raisons différentes. Ça peut être l'âge, ça peut être un village précédent qui s'est mal passé, ça peut être ce que la nature est ainsi faite, ben,
l'accouplement, parfois il marche pas, pour plein de raisons Mmh. biologiques. Donc les animaux qui vont sortir, c'est plutôt des animaux qui ont, voilà, à un moment ou à un autre, un problème de reproduction et qui n'ont plus d'aptitude à faire à vos parents. Ça peut être aussi du caractère, parce que je dirais que chez les bovins, c'est un petit peu comme chez nous, on a un petit peu tous les types de caractères. Il y a des très gentils, il y a des moyennement gentils, et puis il y a des pénibles. Mmh. Donc les pénibles, elles peuvent être parfois très intéressantes d'un point de vue morphologique et intéressantes pour, voilà, pour ce qu'on leur demande de faire. Mais en tout Mmh. cas, si elles sont trop pénibles, c'est aussi très pénible pour l'éleveur. Donc on peut parfois faire le choix de les vendre plutôt Mmh. que de les Bien garder dans sûr. son troupeau. Voilà, en tout cas, OK. dans un élevage comme le mien, sur 80 vaches, il y a à peu près 17 à 18 nouveaux animaux qui rentrent dans le cheptel pour remplacer les vaches qui vont sortir. D'accord, OK. Très Juste pour bien donner et un ordre puis, d'idée. là, justement, on en a parlé rapidement, mais les naissances aussi, donc quand est-ce que ça arrive? Comment ça se passe? Comment toi, tu prépares les naissances? C'est ça. Alors la naissance la naissance, alors dans le mot qui est utilisé pour parler de la naissance d'un animal dans un élevage, on parle de vélage, puisque c'est la vache qui met bas, donc c'est le vélage. Donc c'est un point important et c'est souvent, enfin, en ce qui me concerne, souvent un peu un aspect du métier qui est gratifiant, je sais pas, mais en tout cas qui apporte toujours un petit peu d'émotion et un peu d'adrénaline parce que Mmh. moi ça fait 20 ans que je fais véler des animaux, mais voilà, c'est un vélage, j'ai rarement pareil, quoi, d'un animal à l'autre. Donc il y a toujours un petit peu cette émotion qui fait toute la sensibilité de ce métier-là. Bien sûr. Donc après, les périodes ou la période de vélage, elle varie un petit peu en fonction des choix des exploitations, un petit peu aussi des choix géographiques où on se trouve. En tout cas, chez moi, la période commence les tout derniers jours d'août, donc on va dire début septembre jusqu'à Noël, quoi, grosso modo. L'idée, c'est OK. d'avoir les villages groupés sur cette période-là, ce qui correspond à, voilà, encore une fois, dans l'étalement des saisons et puis dans l'étalement de mon travail, il y a une période qui moi, me correspond en tout cas. Et puis c'est bien parce qu'en plus de ça, c'est sur la période où elles vont être en intérieur pour la fin de la période. C'est ça, Donc ça, c'est ça, j'imagine que c'est rassurant aussi, peut-être pour pouvoir plus facilement, intervenir en cas de besoin, selon les c'est ça, intempéries. c'est ça. Mmh. Surveiller, sachant que je l'ai pas dit tout à l'heure, Sixtine, mais donc moi j'élève des animaux de race charolaise, parce Mmh que mh. dans le type d'élevage qu'on fait en France, il y a différentes races qu'on retrouve. Donc sur la photo, la photo en haut au milieu, alors c'est pour le coup, c'est pas des charolaises, ce sont des animaux Hereford, et la photo Mmh. d'en bas à droite, ce sont des animaux de race charolaise. Mmh. Donc j'ai principalement des charolaises et puis j'ai quelques Hereford, voilà, que j'ai par coup de cœur, que j'ai eu pour cette race. Mais en tout cas, OK. j'ai Donc essentiellement des animaux de race charolaise. Et par rapport à la Vespa, ce qui est important de dire, c'est que la race charolaise, ce sont des animaux plutôt de grand format, relativement lourds et mmh qui demandent souvent une assistance un peu importante, enfin une surveillance en tout cas assez importante au niveau de la Vespa, puisque ça se passe pas toujours forcément c'est très sûr, très si bien, ouais. contrairement aux Hereford, qui sont des animaux, là aussi dans notre jargon, on parle d'animaux beaucoup plus rustiques Mmh. et qui ont des aptitudes naturelles liées à la race à faire des veaux beaucoup plus petits et à véler quasiment toutes seules, OK, à véler sans que tu aies quasiment besoin toutes seules, d'intervenir, sans trop besoin trop d'intervenir. souvent. Voilà. D'accord C'est aussi et pour juste, justement pardon, les hein? par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure et par rapport aux gens qui arrivent dans le métier avec un profil non issu non familial. C'est aussi l'occasion de dire que voilà, en France, on a une diversité de races qui permet de s'adapter aussi en fonction des points faibles qu'on aurait identifiés. C'est-à-dire que si quelqu'un souhaite se lancer dans le métier, mais qui pour lui pense ne pas avoir suffisamment de savoir-faire pour travailler autour de la mise bas, et ben voilà, on pourra l'orienter sur partir sur des races qui ont des capacités à véler naturellement toutes seules. Donc Mmh. ça fait partie des Mmh. choses aussi importantes à savoir avant de se lancer dans le métier. Bien sûr, bien sûr. Et pour les Hereford, justement, c'est comme tu disais que c'était par coup de cœur pour la race. Est-ce que aussi elles sont destinées du coup au couteau ou est-ce qu'elles sont plus pour le loisir ou pour la vente, pour l'élevage?
Non, non, c'est la finalité de la production est la même. C'est pour la production de viande bovine, mais Ok. voilà, avec un mode de production qui peut se faire un petit peu de manière différemment des charolaises, et qui correspond aussi à la typologie de mon exploitation, les surfaces que j'ai, etc., etc. Ok, très Voilà. bien. Mais Bon, au ben on départ, va. c'est aussi un petit coup de cœur voilà, tous les éleveurs ont parfois des coups de cœur pour des Oui, animaux sans troupeau, pour des races, voilà, voilà, totalement. Bah pourquoi là, je il y la avait trouve juste. plus jolie qu'une autre, j'en sais rien. C'est un petit peu comme quand on regarde des personnes, hein. Les personnes qu'on trouve plus jolies que les autres. Ah, avec les animaux, c'est un petit peu pareil. Mais Ouais, sans bah c'est ça. forcément Bah le voir. c'est ton petit coup de cœur pour cette race. Il y C'est a ça, Malo qui nous demandait pourquoi il y a des vaches à taches et d'autres sans. Il y a une différence. Bah du coup, bah la race, tout bonnement, c'est ça, je pense. c'est ça. C'est Il y ça, il a y a des Elio races qui. qui sont enfin, il y a des races qui ont une robe uniforme et des races Hmm. qui ont des Il y couleurs, a Elio qui des te robes. demande quels sont tes horaires. Alors, est-ce que là, ça va faire peur ou est-ce que ça va aller? Alors, mes horaires, ils peuvent être assez variables selon l'année. Euh, mais on va dire que voilà, une journée classique chez moi, c'est debout entre 6 heures et 7 heures, entre 6 heures et 6h30. Mhm. Je prends un café parce que moi je peux pas partir dehors sans un café. Je déjeune en règle générale, je reviens pas ensuite à la maison. Mhm. Voilà, je sors, je dis bonjour à mon chien, parce que dans les fermes, dans ma ferme, on a toujours eu un chien. Un petit chien, ouais. Donc voilà, je passe un petit peu avec lui, puis après il y a toujours un temps soit d'alimentation auprès des animaux qui sont dans les bâtiments, soit de surveillance des animaux dans les parcs. Et puis la journée se termine pour moi vers 18 heures, entre 18 heures et 19 heures. Mhm. Oh. Mais, mais voilà, après, ce que je veux dire aussi, c'est que parfois quand c'est la période des naissances, il y a des nuits où je vais dormir quasiment rien, ou pas Mhm. beaucoup. Mais de l'autre côté, si un jour j'ai envie de prendre mon après-midi pour aller faire 100 km de vélo, je vais prendre mon après-midi. Si je juge que j'ai le temps de le faire et que ça contraint pas mon travail Mhm. ou mes obligations dans le travail, j'aurai le temps je peux le faire un petit peu à même. Oui, tu Et ça me t'organises, va. tu es libre vu que tu es ton propre patron, tu t'organises en fonction de ce que tu souhaites faire. Et d'ailleurs, c'est une passion, d'ailleurs, le vélo. Donc, ça te Ouais, permet quand même de pouvoir bien faire du vélo quand tu veux. ouais, ouais. Moi, j'ai toujours fait du sport depuis que je suis jeune et dans mon métier, je voulais pas je voulais pas que mon métier me contraigne à plus faire de sport du tout. Alors, je dis pas que j'ai passé quelques années en faisant pas beaucoup, puisque quand on se lance dans l'activité, il y a quand même pas mal de choses à faire aussi, au niveau Mhm. construction notamment. Mais dès que j'ai pu avoir un petit peu plus de temps, voilà, je pars quand bon me semble faire un peu de sport et c'est aussi important pour que tout aille bien Oui, dans sa vie, dans son métier. ça t'aère la tête, ça c'est important aussi pour couper, on va dire, avec les problèmes ou même la vie de manière générale professionnelle. Donc il y a Malo qui te demande justement, est-ce que les naissances sont contrôlées, programmées? Est-ce qu'elles arrivent à la même période? Pas mal de questions en une. Oui, alors les naissances sont programmées, oui, dans le sens où la gestation d'une vache, elle dure 9 mois. Donc, selon quand on met les animaux en reproduction, on sait alors on dit 9 mois, c'est donc 9 fois 3, 27, ça fait 270 jours. En réalité, c'est plutôt 280 jours. Donc, Mm. je sais que si, je prends un exemple tout bête, mais si j'ai une vache qui s'appelle Irma, elle a été inséminée, elle a été accouplée de manière naturelle ou artificielle le 1er décembre, je sais que le 1er septembre, globalement, elle va faire son veau va arriver dans les jours qui viennent, quoi. Mm. Donc ça, c'est assez programmé. Et c'est aussi important puisque ça permet de vraiment cibler la surveillance sur les animaux qui sont le plus proches de la mise bas. D'accord. Et alors, autre question sur ton exploitation, est-ce que tu as d'autres animaux? Donc, tu nous as dit un chien. Là, je vois sur la photo aussi, c'est des moutons, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ce sont les tiens ou ceux des voisins? Alors c'est ceux des voisins. Moi j'ai que des bovins. Ok, Voilà. Hormis le chien, j'ai pas ni même d'animaux de basse-cour. ok. Euh, voilà. C'est un choix. D'accord, très bien. Et ton vélo, du coup? Et mon vélo. Je préfère passer du temps sur mon vélo que nourrir des poules ou des lapins. Je peux comprendre. Donc ensuite, Mais tu ceci nous dit, as montré. je n'exclus pas d'avoir quelques poules Ouais. dans quelques mois.
Ah, bon, bah, on attendra ça. Donc, Super. sur les photos, tu nous montres aussi les champs. Tu as combien d'hectares? Alors, mon exploitation, elle fait un peu plus de 100 hectares, Ok, c'est pas mal, hein. 110 en l'occurrence. Et sur cette surface, enfin, 90% de la surface est en herbe. Donc Mhm. il y a juste un petit peu de surface où il y a des céréales. Donc la photo d'en bas à gauche, notamment, on voit c'est de l'orge là Mhm. qui va être récolté au mois de alors, fin juin cette année. Ça risque d'être un petit peu compliqué parce que si on a encore 2 semaines comme ça, il sera pas mûr fin juin. Mais enfin, sinon c'est une céréale pardon qu'on récolte au mois de juin et qui sert aussi à l'alimentation des animaux en période hivernale. Et Mhm. puis je cultive aussi un petit peu de maïs Pour les poules. qui permet pour alimenter les animaux et qui est aussi qui est une plante qui est une plante souvent enfin, qui fait parler beaucoup d'elle, notamment autour de la problématique de l'irrigation et de l'eau, mais qui en tout cas Mhm. est pour moi une plante extraordinaire et qui me permet d'avoir voilà, un fourrage de très bonne qualité en quantité très importante sur peu de surface. Et ça, Mhm. on ne peut pas faire ça autre chose qu'avec le maïs. Ça, c'est bien. Non, voilà, Est-ce que justement, j'en cultive pas beaucoup, mais en tout cas, le peu qui est cultivé sur l'installation est un atout assez important. Mmh. Et est-ce que, justement, qu'est-ce que tu préfères en soi, bon, on va revenir un petit peu dans ce que tu préfères faire, dans ton métier, mais je veux dire, est-ce que, je sais pas, justement utiliser ton tracteur, aller vraiment faire, la culture des champs et cetera, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu aimes bien ou que tu fais parce que tu sais que c'est nécessaire? J'aurais presque envie de dire les 2, mon capitaine. Dans, dans mon métier, la partie matérielle, l'utilisation du matériel, c'est pas ce qui me fait le plus vibrer. Honnêtement, Mmh. alors j'ai des collègues éleveurs, agriculteurs qui sont passionnés par le matériel. Moi, c'est pas spécialement mon cas. Maintenant, bah, à cette époque de l'année, je sais que je vais prendre mon tracteur pour aller faucher, pour faire des foins, pour ensuite moissonner. Ça fait partie intégrante de mon métier. C'est pas ce qui me Mmh. plaît le plus, mais je le fais de manière très volontaire aussi parce que de toute façon, il faut le Mmh. faire. Alors, aussi préciser que quand on parle de conduite de matériel aujourd'hui, voilà, le tracteur que j'ai aujourd'hui, c'est quand même pas celui qu'avait mon père et encore moins celui qu'avait mon grand-père. Donc, c'est des Mmh. tracteurs qui sont très confortables. Ouais, on a la clim, on a des cabines suspendues, on a des radios, on a Mmh. que On est loin du vieux tracteur, voilà, c'est ça vraiment, sans sans voilà, confort du tout. qui casse les Mmh. oreilles et qu'on on n'écoute Ouais. plus rien au bout de 2 heures dans le tracteur. Non, on est vraiment sur du matériel, ouais, qui aujourd'hui enfin, qui, comme plein de choses, s'est nettement amélioré et en tout cas Mmh. offre un confort de travail. Mmh. Et après, moi, c'est plus ce que j'aime dans mon métier, c'est plus la relation voilà, avec les animaux. Et puis, ce que j'aime dans mon métier aussi, c'est surtout euh, élever des animaux dans l'idée que ces animaux, bah, lorsqu'ils partiront de chez moi, ils vont devenir un bien alimentaire qui sera utilisé par la population, par les citoyens. Et ça, Mmh. quoi qu'on en dise et quoi qu'on en pense, c'est quand même quelque chose qui est obligatoire pour tout le monde de manger 2 à 3 fois par jour. Et quand on a la chance de produire un bien alimentaire, donc que ce soit de la viande, du lait, des pommes, des poires ou des pommes de terre, voilà, donc je pense qu'on a tous quand même cette satisfaction, pardon, Mmh. qui est là quand on fait ces métiers-là. Oui, ça sert, c'est concret. Et justement, en parlant de concret, on va passer à ton cas concret. Donc, une mission, notamment la naissance d'un veau. C'est vrai que ça a été Mhm. pas mal commenté dans les commentaires, donc ça tombe bien, ça intéresse. Les problèmes que tu peux rencontrer, donc mauvaise présentation du veau à la naissance, hein, c'est un petit peu comme les humains. Veau Mhm. trop gros ou mauvaise préparation de la vache. Donc, comme tu nous as expliqué sur les charolaises, c'est que forcément, elles font des bébés qui sont un peu plus forts, on va dire, vu que c'est une race un peu plus costaud. Comment tu fais justement, quelles sont les solutions que tu mets en place pour pallier à ces problèmes? Ouais, alors je l'ai dit tout à l'heure, c'est un moment toujours un petit peu crucial et important, la naissance des animaux, des veaux, pardon. Donc, bah déjà pour faciliter la surveillance, les animaux sont ramenés vraiment à proximité directe de la ferme, donc Mmh. soit dans un bâtiment qui est
à 25 mètres de ma maison d'habitation, soit dans une parcelle qui touche ce même bâtiment. Donc ça, c'est pour faciliter la surveillance. Vous dire aussi que la surveillance, elle est aussi facilitée par des caméras de vidéosurveillance qui me permet la nuit ou la journée de regarder les animaux et notamment les vaches qui vont mettre bas en temps réel en évitant de se lever, ce qui n'est pas complètement désagréable plus la nuit. Et puis après, si à l'issue de ces observations, et ben voilà, on va voir, on va juger en tout cas, est-ce qu'il faut intervenir ou pas. Alors pour donner, c'est des grands chiffres, mais sur 10 vaches qui vont mettre bas, qui vont véler, dans mon élevage, il y en a 5 où je vais jamais intervenir, je vais pas intervenir puisque la nature est bien faite, ce qui se passe seul et tout va bien tout va bien, tout se passe bien. Là, j'ai juste à vérifier si le veau, une fois qu'il est expulsé, il a des signes de bien-portance et que tout va bien pour lui ainsi que pour la vache. Après, donc ça aura fait la moitié où je ne vais pas intervenir. 4 sur 10 où je vais intervenir pour des raisons que tu as pu évoquer dans le slide, pardon. Donc des veaux qui sont mal tournés, qui se présentent mal en tout cas pour naître correctement. Donc là, on peut être amené à intervenir. Et puis on peut être aussi amené à intervenir si on considère si on juge que si on laisse faire la nature seule, le vélage va être un petit peu long et deviendra traumatisant, surtout pour le veau. Donc là, on peut intervenir en aidant à l'extraction du veau avec ce qu'on appelle une véleuse, qui est un outil qui nous permet de faire une traction sur les pattes du veau pour l'aider à sortir. Okay. Voilà. Et puis au bout du bout, si je juge que je n'ai pas les compétences pour extraire le veau, puisqu'il me paraît manifestement beaucoup trop gros, ou la vache beaucoup trop petite, ou il peut y avoir un problème que je n'ai pas capacité à gérer ou à régler, je fais appel au vétérinaire qui va intervenir relativement rapidement, puisque c'est souvent une image qu'on donne. Il est plus facile d'avoir un vétérinaire qu'un docteur. Et le vétérinaire, en général, en moins de 30 minutes, il est à la maison. Et puis, bien. Après, il fera ce qu'il a à faire pour extraire le veau. Ok, c'est rassurant d'être bien entouré avec de bons vétos alors. Ouais, c'est rassurant. Alors après, mais c'est rassurant, c'est aussi une angoisse pour certains de mes collègues éleveurs quand on est sur des zones un peu très isolées difficile d'accès ou... difficiles d'accès et des zones où il y a la problématique des médecins en campagne, mais il peut aussi y avoir la problématique des vétérinaires en campagne où on a des zones qui sont complètement désertiques. Alors qu'on en a beaucoup plus besoin quelque part. Est-ce que, d'ailleurs, pour alléger un peu cette discussion, est-ce que tu te souviens de la première naissance à laquelle tu as assisté? Qu'est-ce que tu as ressenti? Alors, première naissance, non, parce que j'étais vraiment tout jeune Petit. et petit, puisque mon père avait une ferme, donc ça remonte à quand même très très loin. Après, il y a des naissances qui marquent. Il y a des naissances qui marquent quand bizarrement, c'est pas celle qui se passe le mieux qui marque le plus. Enfin, j'imagine que c'est plein de choses différentes, mais voilà, un veau qu'on aura entre guillemets sauvé un petit peu in extremis parce que la mise bas était difficile. Oui, celle-là, on sent bien, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr qu'on doit sentir. Mais parce qu'il y a une décharge un peu émotionnelle, d'adrénaline qui va faire que. Bien sûr. C'est un peu comme les événements de la vie courante, il y a des choses qui marquent plus que d'autres. Ok, très bien. Écoute, on va revenir un petit peu sur ton parcours, là, justement, pour comprendre comment tu en es arrivé là. Donc, tu étais un élève moyen, intéressé par les matières scientifiques. Tu as fait un bac technologique et tu es tout de suite parti dans un BTS production animale qui a duré 2 ans. Donc, déjà, depuis petit, tu avais envie de reprendre l'exploitation ou c'est par la suite où tu t'es dit, tiens, pourquoi pas faire ça? Alors, c'est une bonne question. Dans mon cas, oui, ça a toujours été un projet. Ça a toujours été un projet que j'ai eu depuis tout petit. Et alors après, le pas de temps, forcément, on le connaît pas. Il peut être plus ou moins long en fonction de l'âge du papa ou de la maman. Puisqu'en l'occurrence, mon père était relativement jeune quand j'ai fini mon parcours scolaire. Donc après, soit on a la possibilité de s'installer avec son papa, soit pas, pour plein de raisons différentes. Du coup, moi, ça m'a laissé le temps aussi de travailler un petit peu avant de m'installer, tout en sachant qu'à un moment ou à un autre, j'allais revenir sur la ferme familiale. Oui, tu avais cette sécurité quelque part.
c'est ça. Enfin, voilà, je pense que travailler un petit peu à l'extérieur avant de revenir sur l'exploitation qui fera ou sera le métier pendant les 30, 40 prochaines années, ça fait aussi un petit peu du bien et puis ça permet de voir d'autres choses qu'on n'aura pas le temps forcément de voir Bien sûr. Donc au quand début, on est la tête dans le... Ouais. tu as fait conseiller en élevage. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, concernant l'élevage, c'était la formation que j'ai fait post-bac, le BTS, préparait grandement à ces métiers, c'est-à-dire que c'était une formation très technique sur l'alimentation, sur la reproduction des animaux, et qui nous permettait de travailler dans des structures qui font du conseil auprès des éleveurs, donc sur l'alimentation, sur le sanitaire, sur la reproduction, la génétique, des choses comme ça. Donc ça, c'était Ok. très en lien et très adapté à la formation que j'avais fait. Et puis j'ai fait aussi pendant 3 années, suite à ça, de la formation pour des adultes, notamment des gens qui n'étaient pas issus de structures familiales agricoles et qui souhaitaient reprendre une exploitation pour laquelle ils faisaient une formation adulte. Et donc j'étais formateur auprès de ces personnes pendant 3 années. Mhm. Voilà. J'ai repris l'exploitation, j'avais 27 ans, non j'avais 30 ans, sous 30 ans. Ok, génial. Donc ça t'a permis de tester plein de trucs en fait. De tester, de voir plein de choses, et puis le fait que, notamment quand j'étais conseiller, quand je faisais un peu de conseil technique dans d'autres élevages, ça me permettait de voir aussi d'autres choses, et Oui. puis ce qui marchait bien, ce qui marchait moins bien. En tout cas, Puis ce qui a pu te permettre aussi d'en savoir un peu plus aussi sur toutes les races, parce que bon, j'imagine que tu travailles ça aussi lors de tes études, mais toi aussi peut-être de t'intéresser et de savoir quelle race te plairait le plus aussi, parce que les charolaises, par contre, c'était déjà quelque chose qui était dans ta famille avant, non? Oui, oui, Ouais. oui. Alors, sur l'aspect, sur cet aspect-là il y a un aspect, là aussi, il y a un aspect un petit peu affectif, et puis ça, sans doute que le fait que mon père a eu des charolaises, voilà, moi c'est une race qui me plaisait parce que je l'ai côtoyée depuis tout petit, et je pense qu'on est tous un petit peu comme ça, on a tous des affinités au départ avec une race, alors parce qu'elle est présente sur l'exploitation, mais en tout cas, on peut avoir des affinités, mais il ne faut pas que ce soit un frein. Si par exemple demain il y a quelqu'un si mon fils ne s'installe pas et qu'il y a quelqu'un qui reprend mon exploitation et qui veut élever des salaires ou des Aubrac ou des Hereford sur mon exploitation, il élèvera la race que bon lui semblera, mais en tout cas voilà, c'est... Bien sûr. Ok. Et puis par la suite, tu as pu agrandir l'exploitation familiale. Qu'est-ce que tu as fait? Alors là aussi, c'est souvent des questions qui reviennent aujourd'hui. Quelle est la taille d'une exploitation? Qu'est-ce qu'une grande exploitation? Qu'est-ce qu'une petite exploitation? Moi, la taille de mon exploitation, parce qu'il y a dans le contexte aussi géographique où je suis, puisque qu'on soit quand on est dans le massif central ou en plaine céréalière parisienne ou dans l'est de la France ou en Pays Basque ou en Bretagne, on a tous des caractéristiques géographiques qui sont différentes. Et du coup, la taille des exploitations, elle varie aussi en fonction de ces caractéristiques géographiques. Moi, sur mon exploitation, c'est une exploitation familiale qui correspond, je suis en plein dans la moyenne départementale en termes de surface et nombre d'animaux élevés par personne travaillant sur son exploitation. D'accord. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que par rapport à l'aspect économique, et avoir en tête, de se dire combien il faut d'animaux aujourd'hui pour vivre correctement de ce métier-là, l'exemple de ma ferme correspond à une dimension économique qui permet de rémunérer une personne, mais pas forcément plus. Alors maintenant un petit peu plus, puisque j'ai des gros emprunts qui sont échus, mais voilà, on est sur cette dimension économique pour avoir un salaire pour une personne, voire une et demie, et pas au-delà. Ok. Et là, justement, il y a une question qui est passée dans le chat, mais j'ai pas réussi à la retrouver, qui te demandait si tu travaillais en équipe. Est-ce que tu travailles seul sur l'exploitation ou pas? Oui, je travaille seul sur l'exploitation. Alors souvent, c'est un petit peu ce qu'on retrouve dans les fermes familiales. Comme moi, j'ai pris la succession de mon papa, dans les fermes familiales, on parle souvent de jeunes retraités actifs.
Oui, Quand mon papa était à la retraite, ben voilà, il était encore souvent présent à l'exploitation. Alors pas pour faire 8 heures par jour, bien évidemment, en tout ouais, cas mais pour donner un coup de main. pour donner un coup de main. Et puis mon fils Victor, le plus jeune de mes garçons, Mmh. et qui est intéressé par le métier, bah, dès qu'il est là, c'est aussi un sérieux coup de main. Par contre, bon, je travaille seul, mais on travaille souvent en équipe pour des chantiers. Sur la première photo à gauche que tu faisais voir tout à l'heure, Mmh. c'est un chantier l'ensilage, c'est un chantier qui demande la présence de 4, 5 ou 6 personnes. Donc là, on travaille avec des collègues agriculteurs chez lesquels on va rendre le temps quand eux sont concernés par le chantier D'accord. chez nous. OK. Voilà. Bon, il y a une autre question, de Élodie qui demande: «Est-ce que vous êtes bien payé de manière générale?» Alors c'est une question, ouais, c'est une bonne question. Euh, il- alors la réponse n'est pas spécialement évidente. Je vais répondre un peu par aussi une phrase qu'on a l'habitude de dire ou d'écouter quand on parle des agriculteurs. On dit parfois que les agriculteurs, c'est pauvre pendant toute leur carrière et sont riches quand ils prennent la retraite. Alors pourquoi? C'est que souvent, une exploitation, alors, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. On avait des niveaux de rentabilité qui étaient quand même relativement bas, qui Mmh. permettaient des prélèvements de salaire, entre guillemets, relativement faibles. Par contre, tout au long d'une carrière, on acquiert des animaux, on fait construire des bâtiments, on a du Mmh. matériel, et tout ça, ça a une valeur de X milliers d'euros, de X dizaines de milliers d'euros. Et ça, forcément, quand on cède ça à son fils ou à quelqu'un d'autre au moment de la retraite, ça fait, ça fait une somme d'argent qui est parfois non négligeable. Donc voilà, Mmh. enfin moi j'ai rien à cacher sur les prélèvements que je fais. Moi je me prélève tous les mois 1 200 € par mois. OK. Donc c'est une rémunération qui est modeste. Est-ce qu'elle pourrait être supérieure? Elle pourrait être un petit peu supérieure, surtout depuis 4 5 ans où j'ai pas mal d'emprunts qui sont terminés. Maintenant, j'ai aussi j'ai aussi ma femme qui travaille à l'extérieur, donc qui apporte aussi un salaire au sein de la cellule familiale, donc ce qui n'est pas négligeable non plus, ce qui n'est pas le cas partout, mais en tout cas c'est le cas chez Mmh. moi. Donc voilà, et puis cette rémunération, en tout cas pour moi, est suffisante, et si je dois l'augmenter par besoin, je le ferai sans trop de difficultés pour les prochaines années, mais alors sans Mmh. aller dans le niveau de rémunération à 3 ou 4 Bien 000 sûr. euros par mois. Mmh. Par contre, euh, par rapport à l'installation future de mon fils Victor, je l'efforcerai à être beaucoup plus exigeant que moi sur la rémunération qui devra sortir de l'exploitation, puisque je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles générations, elles peuvent faire ce métier d'éleveur, mais elles peuvent aussi vivre comme tous leurs copains dans la société, prendre des vacances et avoir une belle maison, avoir une belle voiture. Bien sûr. Et pour ça, faut avoir un niveau de rémunération qui soit cohérent avec tout ça. Mmh. OK, très bien. Bah, merci, pour cette franchise et on va passer justement sur ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc dans ce que tu préfères, parce qu'il faut parler quand même des points positifs là-dedans, c'est vraiment le cadre de vie et ça, on comprend très bien rien qu'avec les photos à quel point c'est plaisant et travailler avec du vivant. Est-ce que tu veux commenter un peu? Mais oui, c'est vrai que enfin, le fait de travailler, le fait que son travail soit chez soi et dans un cadre de vie où, enfin, chez moi, il y a zéro barrière. J'ai une route qui passe derrière moi, donc, qui est pas Mmh. empruntée par des milliers de véhicules tous les jours. Avoir des arbres, avoir des prés, avoir des animaux, avoir les oiseaux qui chantent le matin au réveil, les grenouilles qui m'empêchent de dormir. Mmh. Voilà, je me dis que c'est quand même une chance assez incroyable. Alors, sauf pour les grenouilles, peut-être, parce que des fois, c'est un peu. Mmh. Mais au-delà de ça, oui, ce cadre de vie est quand même très, très attrayant, et, et que ça, c'est une vraie richesse. On peut dire ce que l'on veut. Mmh, bien sûr. Voilà, il faut le mesurer et savoir l'apprécier. Donc ça, c'est quand même un truc vraiment très, très agréable de notre métier. Mmh. Et puis travailler avec du vivant, puisque quand on travaille avec du vivant, y a jamais un jour qui est pareil, quoi. Moi, tous les matins, quand je me lève, je sais à peu près à quoi devrait ressembler ma journée.
Mais il suffit que quand je vais voir mes animaux, il y a un animal qui est malade, qui boite, un animal qui va mettre bas, une météo qui est pas bonne, qui chamboule un petit peu les plans de travail, un abreuvoir qui fuit, un tracteur qui est en panne. Enfin, voilà, ça c'est toujours la subtilité, l'adaptation qu'on doit avoir par rapport au fait d'être avec des choses qui sont vivantes, pour le coup, et qui réservent toujours un lot de surprises. Et parmi Bien les sûr. surprises, il y en a souvent qui arrivent le vendredi soir ou le samedi ou le dimanche. Ça, c'est un peu le côté parfois pénible de notre métier. Ouais, On a toujours un peu le j'imagine. sentiment que les mauvaises nouvelles ou que les couacs un petit peu arrivent toujours les week-ends ou les jours où on doit partir. Mais ça fait partie Toujours quand faut des pas. choses. Toujours qu'il ne faut pas. Mais voilà. Parce qu'on les retient peut-être plus facilement aussi. Donc voilà, et puis donc c'est vraiment des éléments qui sont très appréciables de mon métier, qui fait que parfois notre métier est difficile, et en tout cas Mais il on est comblé s'accroche à ça par surtout. on s'accroche à ça. C'est ça. Et justement, donc dans les moments un peu plus difficiles, l'administratif, donc ça c'est, je pense que c'est universel, et puis l'aspect mécanique dont tu nous as parlé tout à l'heure, du fait qu'il pourrait parfois d'avoir des pannes de tracteurs, des problèmes dans les machines et des choses un peu compliquées à devoir gérer, et souvent ça tombe au pire moment, ça aussi, hein, en général. Par définition, une machine elle tombe en panne quand on s'en sert, donc effectivement Ouais. donc ouais, et puis c'est vrai que autant j'ai la fibre, j'ai la fibre, je sais pas vous comprendre, enfin, j'aime bien être autour des animaux, voilà, cette fibre à voir des choses, à faire des choses facilement auprès des animaux. Sur l'aspect matériel et mécanique des engins, c'est pas mon truc. J'ai pas la, Ouais, c'est pas ce que tu préfères. c'est pas ce que je préfère, très clairement. Et donc voilà. Alors après, quand il faut faire, on fait. Hein, ça, quand on n'a pas le choix, il faut y aller. En tout cas, c'est pas quelque chose qui me fait extrêmement plaisir. Mais ça, c'est vraiment voilà, j'ai des copains agriculteurs, éleveurs, qui adorent faire des mécaniques. Et ben voilà, tant mieux pour eux. En tout cas, moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie grandement. Ok, très bien. Bon, bah, super. Bah, écoute, on arrive déjà à la dernière slide. Après, on répondra à quelques messages. Vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Donc, tu nous as dit, le métier d'éleveur, c'est un métier de beauf et ou de rustre. Est-ce que c'est quelque chose, enfin, c'est un cliché que tu entends souvent et que tu aimerais un petit peu remettre dans le droit chemin, j'ai envie de dire? Ouais, c'est surtout qu'on avait préparé ce live. C'est vrai que c'est un petit peu ce qui m'est venu un petit peu en tête en premier. Souvent, être éleveur, enfin être agriculteur, parce que l'agriculture, c'est plein de métiers différents, qui va de la viticulture à l'arboriculteur, au maraîchage, aux éleveurs, etc., aux pisciculteurs. Mais le métier d'éleveur, c'est vrai que souvent, ça peut renvoyer ou ça renvoie des images. Il y a aussi des émissions de télé qui dressent aussi un petit peu des caricatures comme ça. Alors, à tort ou à raison, peu importe. Mais qui font que voilà, la perception de l'éleveur, c'est quelqu'un qui vit dans des coins un petit peu perdus de France, qui va à Paris au moment du salon d'agriculture, qui est pas très à l'aise en métro, qui est pas très à l'aise en TGV. Voilà, quelqu'un qui va être plutôt timide, qui va être plutôt réservé, plutôt. Alors que ce cliché-là, je dis pas qu'il faut totalement l'occulter, mais en tout cas, c'est aussi être éleveur aujourd'hui, c'est des gens enfin, si je prends mon exemple, voilà, alors je vis dans un département pas spécialement paumé, je me sens bien dans mon métier, j'ai une famille, j'ai une femme, j'ai 3 enfants. Je suis bien dans mon métier, je suis bien dans ma vie, dans mon territoire. Donc il faut casser aussi un petit peu ces codes d'éleveurs qui soient un petit peu, effectivement, d'apparence un petit peu froide, un petit peu rustre, un petit peu voilà, Ouais, venir casser ça. éloigné du reste de la société, parce que, alors je dis encore une fois, c'est pas, faut pas mettre la tête dans le sable et dire qu'il n'y en a pas, mais ça reste minoritaire, et les jeunes générations, c'est au moins un des points forts des nouvelles générations dans notre métier, c'est qu'elles arrivent avec des parcours de formation, alors sans doute d'un point de vue technique un peu moins poussé que ce que nous on a pu le faire quand on était en formation, mais par contre elles ont vécu des formations qui leur ont ouvert notamment l'accès aux réseaux sociaux, l'accès
l'accès à tout ça, ils ont pris ça à pleine main et ils sont très présents sur les réseaux sociaux. Et du coup, ils ont aussi conscience qu'il faut casser un petit peu ces images de clichés, que Bien sûr. faire venir des gens dès le métier, il faut aussi montrer une image belle de notre métier, réaliste, et sortir un petit peu de ces clichés. En tout cas, c'est vraiment notre but aussi avec ce live aujourd'hui. Merci à toi, en tout cas, d'y participer, parce que c'est Ouais, aussi, comme tu disais, grâce à des prises de parole aussi qu'on prend conscience ouais. de la réalité du métier. Il y a justement, pour conclure, si tu le veux bien, une dernière question de Malo qui te demande: est-ce que vous pourriez nous donner un conseil? Donc, qu'est-ce que tu donnerais en conseil pour les collégiens qui nous écoutent? S'il y avait un conseil, ça nécessiterait sans doute un petit peu de réflexion, mais en tout cas, si j'avais un conseil à donner aux jeunes qui nous écoutent, c'est ce métier, il est accessible. Il est accessible à des gens, y compris qui n'ont pas d'accès direct à une exploitation agricole. Donc, ce qu'on appelle des gens pour des installés hors cadre familial. Néanmoins, il faut pas occulter que si on veut faire ce métier et vivre de ce métier, ça nécessite des compétences techniques importantes des compétences techniques, économiques et de gestion importantes qui font qu'on doit s'appuyer sur un parcours de formation quand même relativement important. Et puis surtout, pas hésiter à se former un petit peu au fil de l'eau et au gré du temps, mais en tout cas, c'est un métier qui peut s'envisager pour plein de personnes, à condition de respecter ce préalable-là. Bien sûr. OK. Écoute, merci beaucoup pour ton temps. Là, je vois déjà, dans le chat, je vois en tout cas, c'était trop intéressant. Donc, c'est bien. Écoute, ça a plu. Moi aussi, j'ai adoré animer ce live. J'espère que tu as passé un bon moment toi aussi, François? Ouais, très bien. Juste, par rapport aux clichés, c'est aussi souvent une remarque qu'on fait. Ouais. Je terminerai là-dessus parce que c'est important que les jeunes l'entendent. Souvent, il y a moi, j'accueille souvent des gens sur mon exploitation qui me disent: mais vous avez la chance d'être marié, d'avoir une famille, mais il y a quand même plein d'agriculteurs qui sont seuls. Et souvent, ça peut faire peur, en fait, l'isolement familial. Oui, il y a encore pas mal d'agriculteurs qui sont célibataires, mais encore une fois, les générations qui arrivent aujourd'hui vivent de ce point de vue-là d'une manière totalement différente. Et aujourd'hui, la plupart des jeunes agriculteurs ont des épouses et des familles qui permettent aussi d'avoir cet équilibre familial indispensable au bien-être. Oui, bien sûr, ça bouge justement, et puis il y a plein de moyens d'y arriver aussi. C'est vrai que tu as raison un peu de le préciser, hein. Là, c'est sûr, c'est des clichés qu'on entend souvent. Ouais. Et bon, il y a une part de vérité, mais il y a aussi pas que ça. Ça veut pas dire forcément que c'est 100% toute la population, en tout cas tous les agriculteurs ou les éleveurs en France. Donc, merci beaucoup pour ce message. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis dans ce live métier. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous dire. On va vous partager aussi un Typeform sur lequel vous pouvez cliquer pour nous donner votre avis un petit peu sur le live métier, pour savoir comment on pourrait nous aussi s'améliorer à ce niveau-là. Le prochain live, normalement, c'est tout à l'heure à 15h. Ce sera aussi l'occasion de rencontrer un autre agriculteur. Cette fois-ci, il s'appelle aussi Victor, comme ton fils du coup, François, mais ce n'est pas ton fils. Et du coup, il est éleveur ovin, donc vous allez rencontrer un petit peu son exploitation aussi. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux pour en savoir un peu plus, et pourquoi pas aussi sur notre site internet. Voilà, vous avez toute la programmation pour les prochains lives. Merci beaucoup d'avoir suivi ce live métier. Merci encore à toi, François. Et puis, à très vite sur My Future.